Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain vous parle. Je m'adresse aujourd'hui à vous, Français de la métropole et Français d'outre-mer. Fin juin 1940, face à la débâcle. Vous croyez que les Boches vont arriver jusqu'ici? Déjà sur les talons. Il marche pas et il court. Philippe Pétain fait le choix de cesser le combat. L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. En ce jour de deuil national, ma pensée va à tous les morts. À tous ceux que la guerre a meurtris dans leur chair et dans leur affection. Ce choix politique de l'armistice provoque une réaction à Londres. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Charles de Gaulle, lui, réclame un sursaut national. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. À partir de ce moment-là, et du choix de l'armistice par Pétain, le pays se déchire et la fracture ne se refermera plus. D'un côté, un jeune général qui refuse la défaite. De l'autre, un vieux maréchal qui s'y résout au nom d'une France éternelle. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. En mai 1940, la France est frappée d'effroi par la guerre éclair. C'est la panique générale et Philippe Pétain est appelé à la rescousse. Il le répétera souvent, il n'a rien demandé. On est venu le chercher. Quoi qu'il en soit, le peuple français est rassuré de le voir arriver. Parvenu au pouvoir, Pétain met fin au combat. Immense soulagement. Et sur sa lancée, le vieux militaire en profite aussi pour liquider le régime républicain. Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. 4e épisode, le fossoyeur de la République. C'est moi seul que l'histoire jugera. Pour bien comprendre comment Philippe Pétain s'est emparé du pouvoir et comment tout un peuple s'est livré à lui à l'été 1940, il faut revenir 4 ans en arrière. Bon. Si vous voulez bien, finissons-en avec l'ordre des prises de parole lors du meeting du 7. Donc, pour le Parti Socialiste, c'est Blum qui fera le topo général, d'accord ? Ce 4e épisode débute dans l'entre-deux-tours des élections législatives du printemps 1936. Philippe Pétain ressent la nécessité de parler à la presse. Interview donnée par Philippe Pétain, le 26 avril 1936. Je suis inquiet, monsieur. Inquiet pour le salut de la France et pour les libertés des Français. Pétain est inquiet parce que le Front populaire est aux portes du pouvoir. Et avant le second tour, le vieux maréchal a un message à faire passer aux Français. Dites ceci. Dites que la France est moins malheureuse que l'Italie. La question du pain se pose chez nous moins qu'ailleurs. Pourtant, ni l'Allemagne, ni l'Italie ne doutent. Nous doutons. C'est que la crise n'est pas chez nous une crise matérielle. N'avons-nous pas perdu la foi de nos destinées ? Nous sommes comme des marins sans pilote, sans gouvernail. C'est contre cela qu'il faut lutter. C'est cela qu'il faut retrouver. Une mystique de la patrie, ou plus simplement, du souvenir. Hors de cela, point de salut. Pour conclure l'interview, le journaliste a une dernière question. Et si vous aviez à résumer votre pensée en un mot, monsieur le maréchal ? Rassemblement national. Rassemblement national. C'est l'authentique mot d'ordre lancé par Philippe Pétain au printemps 1936. Mais alors, qui pourrait se rassembler autour du maréchal contre le Front populaire ? Ce qui est clair, c'est qu'on a la preuve documentée que Philippe Pétain a été approché. Plus qu'il n'a approché, c'était un homme qui laissait venir. Ça a été sa grande force, même en 40. Pascal Horry est historien et académicien.
Il a été approché par une élite entrepreneuriale, ayant un projet politique, très critique à l'égard de la République, au fond, en tous les cas de la République parlementaire. On peut déjà utiliser le terme technocratique, avec donc à la fois des ingénieurs, par exemple des anciens de l'école polytechnique, des chefs d'entreprise, qui finissent par avoir un projet politique dans l'atmosphère générale de crise politique des années 30, qui n'est pas une crise propre à la France, mais la version française de cette crise, c'est que le régime parlementaire apparaît comme un régime fragile, très discutable, soumis à des influences diverses et variées. Et pour simplifier, l'entrepreneur, entre guillemets, de droite, modérément enthousiaste devant la politique menée par la République, a tendance à penser qu'il faudrait que ça change. Ça donne, par exemple, mais ce n'est pas la seule preuve, un mouvement qui ne cherche pas du tout à être un mouvement populaire, qui est un mouvement d'élite, une avant-garde, qui s'appelle le redressement français, principalement constitué au moins en façade d'entrepreneurs ou de cadres dirigeants, cadres supérieurs d'entreprise, et qui essaye de trouver des relais, alors politiques à droite, dans la droite libérale, pas tellement, mais une droite un peu plus musclée, mais aussi en direction, entre autres, des militaires, parce que la France des années 30 est encore sous l'ombre ou la lumière de 14-18 et que ces militaires ont un très grand prestige et que, évidemment, ces gens du redressement français sont pour un régime autoritaire du fait de leur critique du régime parlementaire. Philippe Pétain paraît idéal pour ces gens-là. Georges ? Oui, monsieur ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Parce que monsieur a l'air préoccupé ces temps-ci. Préoccupé ? Eh ben, vous avez du vocabulaire. Emmerdé, oui. Non, vous êtes gentil, je parlais de la situation politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur veut vraiment savoir ? Oui ! Bah, on va droit au trou, monsieur. Moi, le prolétariat, comme ils disent, j'en viens. Je les connais, j'ai déjà donné. Mes économies, elles sont au chaud en Suisse. J'attends pas les élections. Mais de toute façon, on va gagner. Je voudrais le croire, monsieur, mais je ne le crois pas. Je vous attends devant le journal, monsieur. Est-ce que vous diriez aussi que pour cette bourgeoisie d'entreprise, il n'est pas le meilleur rempart face aux deux périls ? Le péril communiste, qui commence évidemment à avoir des revendications sociales, des grèves en France, et contre le péril d'Hitler, qui sans doute conduit le pays à la guerre. Cette bourgeoisie d'entreprise, elle se retrouve face à deux périls qu'elle craint, et que Philippe Pétain peut peut-être contrer. Un chef militaire prestigieux, en général, Philippe Pétain en particulier, peut-être précisément parce qu'il n'est pas marqué politiquement, même parmi les hommes politiques, les parlementaires français de l'époque, c'est parfait parce qu'on sait bien qu'il sera évidemment, premièrement, anticommuniste, et que d'autre part, c'est un grand patriote. Donc comme les deux dangers sont le danger de la révolution sociale bolchevique, entre guillemets, et le danger quand même d'une revanche allemande, c'est parfait. Méfions-nous quand même du complotisme. Je crois que l'itinéraire de Pétain est la preuve qu'il n'a pas besoin d'être aux manettes. C'est naïf d'imaginer comme ça, comme pour l'accession au pouvoir d'Hitler. Hein. C'est complètement naïf de se dire, oui, quelques grandes entreprises ont préparé. Non, l'agent essentiel, je voudrais quand même le préciser, ça s'appelle le peuple. Le peuple allemand en 1933, le peuple français, qui n'est pas composé que de grands bourgeois, sinon ça se saurait. Il faut quand même rappeler, Pascal Horry, que le pays est recouvert de monuments aux morts. C'est que la Première Guerre mondiale est très prégnante dans la société française. On n'a qu'une trouille, c'est de retourner à la guerre. Dans les classes populaires, justement, le maréchal Pétain a un statut très particulier. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle la France, peuplé de Français de sexe masculin, qui sont allés se faire tuer entre 14 et 18. Le grand argument contre une nouvelle guerre mondiale, ça s'appelle les monuments aux morts. Dans cette population, vous avez une catégorie à la fois prestigieuse et blessée qui s'appelle les anciens combattants. Jamais une association dans l'histoire française n'a eu autant d'adhérents que l'Union nationale des combattants. C'est un lobby, dirait-on aujourd'hui, très puissant. On peut dire en 1930, c'est l'apogée d'abord de l'adhésion à des organisations d'anciens combattants et c'est l'apogée de leur pouvoir politique. La plupart de ces anciens combattants, y compris des pacifistes, ont du respect pour Pétain. C'est évidemment un capital de sympathie qui va être utile au moment venu. En 1940, on fera massivement dans la population française, classe populaire entre guillemets ou pas, confiance au maréchal, parce que c'est le maréchal humain de Verdun, et qui n'a pas, jusque-là, pense-t-on, clairement donné de signes politiques trop marqués, qui n'a pas comploté contre la République.
Janvier 1939. Les anciens combattants de France veulent épargner aux générations qui montent le calvaire qu'eux-mêmes ont gravi pendant de longues années. Georges Rivollet, secrétaire général de l'Union nationale des combattants. Et reprenant la parole du grand pacifiste, qui dort son dernier sommeil, entouré de la vénération de tous les hommes de bonne volonté, ils veulent pouvoir fraternellement unis, même par-delà les frontières, jeter ces mots pleins d'espérance. Tant que nous serons là, il n'y aura pas de guerre. En vous écoutant, Pascal Horry, on a le sentiment que durant ces années 30, Philippe Pétain est le recours de beaucoup de Français, quelles que soient les inclinaisons politiques. Un, entre guillemets, grand homme, un futur chef de l'État ne l'est pas tout à fait par hasard. Il y a une identification autour de lui, surtout quand il accède au pouvoir dans des circonstances exceptionnelles, qui explique cette autorité. Le vieillard, le patriarche. Quand le général de Gaulle, en 1958, revient au pouvoir, il dit, grosso modo, vous n'imaginez pas qu'à l'âge que j'ai, après tout, en 58, il n'a que 68 ans, je vais commencer une carrière de dictateur. On aurait pu le dire, vous avez sans doute entendu parler de Philippe Pétain, il a commencé à 84 ans. Donc voilà, c'est le grand-père protecteur, mais c'est un militaire, et c'est un militaire humain, c'est pas du tout un oxymore. Hein. Et quand la défaite est là en 1940, une bonne partie de l'opinion française, et pas simplement les élites entrepreneuriales, est prête à un recours autoritaire en la personne d'un grand chef militaire. Monsieur le maréchal, les Français vous comparent à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc avait 19 ans. Oui. Jeanne d'Arc était miraculeusement jeune, vous êtes miraculeusement âgé. Tu aimes les extrêmes, parce que les extrêmes frappent le peuple. Confiance encore, confiance toujours, confiance totale. N'en donnerait-on pour preuve que la plus chantante, la plus aimable, les vendanges, qui, ainsi que les récoltes, ont été faites dans toute la France par des soldats jeunes, dont l'armée française fut largement disposée, tant est assurée sa forte sécurité aux frontières. Lorsque la guerre éclate, le 1er septembre 1939, la France est persuadée de sa supériorité militaire sur l'Allemagne nazie. Durant les premiers mois du conflit, on s'observe, on se défie, mais il n'y a aucun combat entre soldats allemands et soldats français. Qu'est-ce qu'on fait, mon lieutenant? On attend. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Il n'y a pas d'Allemands. Et puis, le 10 mai 1940, Hitler décide de passer à l'offensive. Et à la surprise générale, l'armée française est totalement dépassée par les événements. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Ce sont les chars allemands qui arrivent. Les Panzers de Guderian franchissent les Ardennes et en quelques jours, envahis par les troupes allemandes, le pays est au bord de l'effondrement. Le monde entier prend part avec émotion aux conséquences tragiques que l'attaque surprise des troupes du Troisième Reich a déclenchées. Paul Reynaud, président du Conseil, décide d'appeler à la rescousse deux vieilles gloires de l'armée française. Depuis le 19 mai, le général Weygand, hier encore commandant en chef en Méditerranée orientale, a été nommé par décret du président de la République chef d'état-major de la défense nationale et commandant en chef de tous les théâtres d'opération, tandis que le maréchal Pétain, ambassadeur de France à Madrid, était devenu depuis le 18 mai vice-président du Conseil comme ministre d'État. Si les Français dans leur ensemble conservent une grande admiration pour le maréchal Pétain, quelle image a-t-il au sein de la classe politique ? Pour situer la figure de Philippe Pétain à ce moment-là, c'est une figure prestigieuse. Henri Rousseau est historien. C'est probablement dans le panorama des grandes personnalités de l'époque, une personnalité à la fois prestigieuse, j'oserais dire incontestable, mais j'emploie ce terme à dessein puisqu'on connaît la suite, qui est à la fois respecté à droite et à gauche. Le gouverneur de Front Populaire, Léon Blum, considérait que c'était un grand militaire républicain. Il est évidemment respecté à droite, il a beaucoup évolué vers la droite, il a toujours été d'une certaine manière classé plutôt à droite, bien sûr, c'est un conservateur et voire un réactionnaire. Mais c'est une figure respectable
Ça, c'est un premier point. Et surtout, c'est le dernier des grands chefs victorieux de la guerre de 14. Donc c'est un élément qui joue énormément. C'est un réflexe politique au cœur de la débâcle. On appelle un symbole. La politique a toujours été faite de symboles. C'est une banalité. Ça n'a pas commencé avec les buzz contemporains. Et donc le gouvernement pense qu'avec cette figure au gouvernement, il va pouvoir rassurer les Français. Mais donc voilà, c'est une figure prestigieuse, c'est une figure victorieuse et c'est une figure qui rassure. Alors là, on va entrer déjà un peu dans l'épaisseur, parce qu'il a quand même une épaisseur malgré tout, cet homme-là, qui est l'homme qui a su protéger le sang français. Enfin, j'emploie des formules consacrées de l'époque. Donc, un chef militaire à qui l'on prête un sens aigu de la protection de ceux qui sont au front. Voilà. Donc c'est tout ça à la fois. Dans le malheur de la patrie, a déclaré M. Paul Reynaud, nous avons la fierté de penser que 2 de ces enfants, qui auraient eu le droit de se reposer sur leur gloire, sont venus se mettre en cette heure tragique au service du pays. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, le général Weygand, l'homme de Foch. En entrant dans le gouvernement, Reynaud, le maréchal Pétain ne peut que voir monter encore un peu plus haut son étoile parce que il est assimilé à la victoire. Et puis, dans le microcosme politique, on sait bien que les relations Reynaud-Pétain sont mauvaises. Et donc, c'est l'union face à l'ennemi, quand même. Début juin 1940, Pascal Horry, il serait facile de penser pour nous, aujourd'hui, que Philippe Pétain y voit une aubaine pour prendre le pouvoir. La relecture du présent sur le passé. Or, c'est un peu plus compliqué sans doute. Il y a aussi une forme de résignation. La situation est tellement catastrophique qu'en effet, il a le sentiment sans doute de répondre à son devoir, de sortir la France de la guerre dans laquelle elle n'aurait jamais dû entrer selon lui. Philippe Pétain se sacrifie, il le dit clairement. Il a conscience de faire son devoir comme il l'a fait toute sa vie puisque c'est un fonctionnaire, c'est un militaire de la patrie. Et il fait d'autant plus son devoir que ça va dans le sens de ses intérêts. Dans une vision complotiste, on va considérer que le maréchal Pétain était évidemment un homme de droite, voire d'extrême droite, depuis toujours, ou au moins depuis le début des années 30, qu'il était anti-républicain, antisémite, anti-maçonnique, etc. Devant l'épreuve de 1940, clairement, oui, il est tout ça, mais c'est naïf de penser qu'il l'était clairement avant. C'est un homme d'ordre, il ne peut pas être communiste, je pense qu'il n'a pas une grande considération pour les socialistes. Après, ce n'est pas un idéologue. Sa principale idéologie, c'est lui-même. On aurait intérêt à prendre en considération ce genre de portrait, quelle que soit la question qu'on se pose. Est-ce que ce sont les idées qui mènent le monde ? Il faudrait peut-être en discuter. Ce sont peut-être d'abord les hommes. Et là, c'est un homme avec sa formation initiale, ses automatismes de militaire. Bon, et pour le reste, c'est un homme qui a conscience de plus en plus de ses intérêts. Le prestige de Pétain ne suffit pas à endiguer la déconfiture, au point que le 10 juin 1940, le gouvernement n'a plus le choix. Alors les soldats se battent et le gouvernement, lui, fuit. Le problème est de savoir comment nous continuons la lutte. Il faut résister coûte que coûte. Impossible. Avec quoi ? Le gouvernement doit quitter Paris devant l'avancée des troupes allemandes. C'est la débâcle et les ministres en déroute s'installent dans les châteaux de la Loire, où Philippe Pétain décide de prendre la parole. Je crois que monsieur le maréchal a une communication à faire. Je voudrais juste citer une des déclarations de Pétain donc au Conseil des ministres du château de Cangé, célébrissime, du 13 juin 40. Il dit, j'ouvre les guillemets, « Je suis d'avis de ne pas abandonner le sol français et d'accepter la souffrance qui sera imposée à la patrie et à ses fils. » Il faut absolument retenir cette phrase. Je suis d'avis de ne pas abandonner le sol français. Je dis ça parce que pour Pétain, jusqu'à la fin, jusqu'à Sigmaringen en Allemagne, ce sera l'une de ses constantes. Il a tenu à respecter un certain nombre de principes qui lui étaient propres, bon ou mauvais, c'est une autre affaire. Celui-là est extrêmement important. Il y a une deuxième phrase qu'il prononce, la Renaissance française. On est le
13 juin 1940, les armées allemandes ont enfoncé le front français, donc la France est au bord et va tomber dans l'abîme. La Renaissance française sera le fruit de cette souffrance. Donc on a déjà une des clés de la pensée de Pétain. La guerre, c'est une terrible épreuve, mais elle va permettre de nous relever. On est à terre, la maison brûle, on n'appelle pas les pompiers, mais on commence déjà à penser à la reconstruire. Et surtout, c'est la souffrance qui sera à la base de cette reconstruction. Et il ajoute, hors du gouvernement s'il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain, je resterai parmi le peuple français pour partager ses peines et ses misères. L'armistice est à mes yeux la condition nécessaire à la pérennité de la France éternelle. C'est une phrase d'une portée incroyable. La fin des combats et le choix de l'armistice, et non pas le choix de la capitulation, j'y reviens dans un instant, est un choix fondamental de Pétain. Et là-dessus, Weygand, 2 jours après à Bordeaux, dit que jamais il n'acceptera une capitulation car ce serait jeter une honte sur les drapeaux de l'armée française. Alors vous refusez d'obéir aux ordres du gouvernement? Écoutez-moi, les Allemands ont 140 divisions et j'en ai à peine 50. 140 divisions combatives, aguerries. Ils ont des colonnes de blindés qui défoncent nos lignes et qui vont semer la panique sur nos arrières. En plus, il y a des millions de réfugiés sur les routes et je ne peux plus déplacer un régiment sans écraser des civils. Allons, 50 divisions quand même, ça ne se volatilise pas comme ça, voyons. Soit, c'est encore une armée, monsieur le ministre, mais c'est une armée à genoux. C'est pourquoi je pense que le gouvernement français ne doit plus perdre une minute pour adresser aux Allemands une demande d'armistice. Il n'en est pas question. Alors c'est un vieux débat qui a beaucoup conditionné ce que va devenir le régime de Vichy. Alors pour simplifier pour nos auditeurs, un armistice c'est un acte politique. Un armistice, c'est un acte qui est signé par un gouvernement. Et donc, quand un gouvernement signe un armistice, c'est-à-dire qu'il signe une cessation des combats, mais qui a pour objectif de mettre fin à la guerre. Alors, ça n'est pas un traité de paix, le traité de paix vient après, mais l'armistice, c'est littéralement, on dépose les armes et on commence à négocier sur le plan politique. Donc, c'est le gouvernement qui négocie avec l'ennemi. Voilà. Une capitulation, c'est l'armée sur le champ de bataille en général qui capitule en disant qu'elle est vaincue, ce qui n'engage pas forcément l'attitude du gouvernement qui, lui, considérait que la lutte peut continuer par d'autres moyens. En faisant ce choix de l'armistice et non de la capitulation, Pétain et Weygand vont ancrer l'idée que la responsabilité de la défaite implique aux civils, implique au pouvoir politique. L'armée est entièrement irresponsable de cette défaite, ce qui est un mensonge considérable. Voilà. Mais en fait, le véritable enjeu, c'est d'introduire la question de l'armistice au sein d'un gouvernement qui, pour l'instant, n'a pas décidé d'aller dans cette direction. Et d'une certaine manière, on compte un peu les voix au sein du gouvernement. Et finalement, bien entendu, ce sera ce choix-là qui va être fait 3 jours après, puisque Pétain est appelé à la présidence du Conseil, et ce sera son premier geste de demander l'armistice aux Allemands. Et par là, il signifie, si vous voulez, la mort de la Troisième République. Bon, j'emploie des formules consacrées. Bon, il y a une telle littérature sur ces sujets. Elle naît à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le pouvoir politique va accepter d'abord qu'un général, fût-il le plus haut, un des plus hauts gradés de l'armée française, refuse d'obéir au pouvoir politique, au pouvoir civil. Ça, c'est la première vraie rupture de ce qu'on appelle le pacte républicain. En France, l'armée obéit, enfin comme dans toutes les démocraties modernes, l'armée obéit au pouvoir civil. Point. Voilà. Or là, la crise est telle et les enjeux sont tels du point de vue de ceux qui veulent l'armistice, à savoir mettre fin au combat et faire en sorte que l'armée s'en sorte du mieux possible de cette crise, alors que elle est évidemment la première concernée puisqu'il s'agit d'une défaite militaire. Eh bien, c'est ça que représente le choix de l'armistice. De ce choix-là va découler le reste. Et j'ajoute un mot, lorsque le général de Gaulle, à la fin de la guerre, va délimiter le périmètre de ceux qui ont commis un certain nombre de son point de vue, de crimes, en tous les cas de méfaits contre la République, voire contre la France, il va inclure la question de l'armistice. Récapitulons, c'est très important. Mais comment la France a-t-elle pu en arriver là? Philippe Pétain estime que la France du Front populaire n'a pas assez préparé le pays à la guerre. C'est de sa faute. J'insiste parce que demander l'armistice, ce n'est pas qu'un calcul opportuniste. C'est une conviction chez Pétain. Il est persuadé que la débâcle vient de cette France parlementaire, de cette France molle, et que la défaite doit être imputée aux hommes politiques. Autrement dit, l'armée n'est pas responsable, et donc c'est la République qui doit payer. Quel gâchis. Ah, Seigneur Dieu,
Quel gâchis! Demander l'armistice, c'est donc une décision très lourde de sens. C'est d'entrée de jeu désigner la République comme coupable. Or, il faut avoir en tête qu'à l'époque, une large majorité de Français ne comprend pas cette subtilité. Et donc lorsque Pétain propose l'armistice, il y a une forme de soulagement. Alors, Léon Blum dira plus tard, mais ça c'est le 10 juillet, il parlera de lâche soulagement, mais d'une certaine manière, la plupart des Français ne voient pas quelle peut être l'alternative. Imaginons ce que signifie à ce moment-là 8 à 10 millions de personnes sur les routes, l'État s'est effondré, les autorités se sont effondrées, il n'y a plus de recours, il n'y a plus de protection, la désorganisation totale ou quasi totale des services civils, de la poste, des pompiers, de la police, etc. Et donc, la fin de la guerre, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir, s'impose comme une évidence. Et s'ajoute à cela l'humiliation, c'est-à-dire on n'est pas dans la ferveur vis-à-vis de Pétain à ce moment-là, on est dans l'humiliation ressentie à tous les niveaux de la société française. Pour le Français qui est sur les routes, l'important c'est va-t-on continuer ou pas la guerre, c'est-à-dire est-ce qu'on va encore se faire mitrailler ou bombarder. Et là la question est très vite réglée, parce que l'armistice met fin au combat. Le Conseil des ministres informe le peuple français que le maréchal Pétain, convaincu de la nécessité de cesser le combat, s'est adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander de rechercher entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, le moyen de mettre un terme aux hostilités. Et merde! Le discours que prononce Philippe Pétain à la radio à midi, le 17 juin 1940. Bénédicte Vergès-Chénion est historienne. Ce n'est pas seulement un discours, c'est un acte. Et c'est la raison pour laquelle il est si important dans l'histoire de la France au XXe siècle. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Philippe Pétain vient de devenir chef du gouvernement pour une raison simple, c'est que le clan de ceux qui veulent que la France demande à cesser les combats, demande un armistice, l'a emporté au sein du Conseil des ministres. Et donc, il va porter cette politique parce qu'on considère, lui et les autres autour de lui, qu'il est le plus à même à la porter auprès des Français comme auprès des Allemands. Et dans ce discours, il dit qu'il faut cesser les combats. Il ne parle pas d'armistice, il ne parle pas de paix, mais les auditeurs comprennent immédiatement sur le moment que la guerre va s'arrêter en France. Et puis, la première partie de son intervention, elle consiste à dire que lui, maréchal Pétain, il fait le don de sa personne à la France pour atténuer son malheur. Et ça aussi, c'est une partie considérable du discours. Donc, il y a là 2 points absolument centraux qui annoncent à la fois donc la fin de la guerre normalement pour la France et l'arrivée au pouvoir de Philippe Pétain. Je fais à la France le don de ma personne. C'est vraiment la dimension de sacrifice qui est dans son esprit. Elle restera toujours très prégnante jusqu'à ce qu'il commence à se concevoir comme la plus grande victime de la situation française entre 40 et 44. Mais en l'occurrence, c'est ça. Le don de ma personne. Il a toujours été le soldat de devoir qui se met au service de son pays. Et là, il va donner plus que ce qu'il donnait en tant que soldat, c'est-à-dire ses heures, son énergie, éventuellement sa vie. Il va donner sa gloire, il va donner sa victoire de 1918, et c'est pour cela que c'est lui qui peut porter cette demande de cesser le combat et, au fond, cette acceptation de la défaite telle qu'elle se présente à ce moment-là. Récapitulons encore. Philippe Pétain, aidé par le général Weygand, a donc fait basculer le gouvernement du côté de l'armistice. Précisons que l'autre choix, la capitulation,
aurait permis à la France de continuer le combat depuis ses colonies, depuis Alger par exemple. Il aurait donc fallu abandonner le territoire et peut-être que les Français en effet n'auraient pas compris dans un premier temps le sens de cette fuite. Toujours est-il que ce discours du 17 juin 40 est un acte politique. En acceptant la défaite, Pétain engage la France sur un chemin très dangereux. Philippe Pétain en avait conscience et il y a mis du sien pour rédiger ce discours. Non, non, non et non. Un sujet, un verbe, un complément. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Enfin, écoutez-moi, je suis de l'Académie française tout de même. Oui, c'est bien. Mais il faudrait trouver une formule, vous voyez, une meilleure formule que je me mets au service de la France. Voyez-vous, quelque chose comme une offrande. C'est d'autant plus un acte de la main de Philippe Pétain parce qu'on est à peu près certain qu'il est l'auteur du texte. Oui, alors Philippe Pétain n'écrivait généralement pas ses discours, il donnait des indications, lui faisait des brouillons, il les remaniait, il y mettait ce qu'il estimait être son style, par exemple en enlevant les adverbes. Et en l'occurrence, ce texte très court, il en existe un brouillon manuscrit. Alors, est-ce un brouillon parce qu'il n'y a pas de rature, donc c'est peut-être une recopie d'états antérieurs, mais dans le peu de temps qui a été imparti à Philippe Pétain pour écrire ce texte, c'est-à-dire quelques heures, vu sa brièveté et enfin vu ses maladresses insignes, car il appelle à cesser le combat alors que nous sommes quand même au milieu de la bataille. Il ne pense pas à parler d'armistice ni de paix alors que c'est les conditions de la paix que la France a fait demander à l'Allemagne. Et bien donc on peut penser que ce discours, et c'est une originalité fondamentale, est bien de sa main. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. C'est une voix paternelle, grand-paternelle, et évidemment, c'est ce que la majorité des Français veut entendre. Je me rappelle que Jacques Duclos, communiste, très proche de Moscou, dans un entretien, dans les années 70, disait lui-même que 90% des Français auraient été derrière Pétain à cette occasion. Donc franchement, qui peut s'opposer à Pétain ? Bien, une poignée de patriotes. Ça, il faut insister, Pascal Horry, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, toujours, ce discours est un peu celui de la honte et du chagrin, d'un chagrin français et d'une honte française. Néanmoins, j'insiste sur ce que vous venez de dire. Au moment où il est prononcé, c'est un grand soulagement en France. Les Français sont très soulagés d'entendre qu'on va donc cesser le combat. Pétain est sans doute quelqu'un qui met son patriotisme là où Charles de Gaulle ne le met pas, c'est-à-dire que il faut cesser le combat, ce qui est quand même la phrase la plus dure à prononcer pour un militaire, mais qu'il prononce, et que reprend en chœur la France dans ses profondeurs. L'armistice. Pétain dépose les armes. Hitler ne peut contenir sa joie. Et il décide d'en faire un moment d'humiliation supplémentaire pour la France. Il ordonne que tout se passe dans le wagon qui servit en 1918 pour la signature de la capitulation allemande, positionné au même endroit, dans la clairière de Rotonde. Ainsi, le 22 juin 1940, la France de Pétain et l'Allemagne d'Hitler signent l'armistice. Et nous possédons l'enregistrement téléphonique de la conversation entre le général français Hutzinger, désigné pour mener les négociations avec les Allemands, et le général Weygand, réfugié à Bordeaux avec le gouvernement. Allô, qui est à l'appareil? Le général Weygand. Oui, mon général, c'est Hutzinger. Oui. Mon général, c'est fait. Oui, mon général. Je vais faire partir par auto pour aller à Bordeaux, pour vous être remis d'urgence, le texte original en allemand. Le texte qui a été signé. J'y joindrai une copie en français. Et comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est le texte allemand qui fait foi.
L'armistice est désastreux, c'est-à-dire la France reconnaît sa défaite. Henri Rousseau. La France est occupée au 3/5 par les armées allemandes. Le territoire français va être découpé non pas en deux zones comme on croit trop souvent, la zone occupée et la zone non occupée, mais une multitude de zones. Les zones côtières seront des zones interdites. Il y a une zone dans l'est de la France où les réfugiés de l'exode ne pourront pas rentrer, ce qu'on appelle la zone réservée. Il y a une partie de départements du nord, le nord et de Pas-de-Calais qui vont dépendre du point de vue de l'administration allemande de Bruxelles. Donc en fait, il y a une sorte de début de démantèlement du territoire métropolitain français. Les frais d'occupation sont absolument exorbitants. Il y a des clauses humiliantes pour un État comme la France. Par exemple, la remise à l'Allemagne de tous les réfugiés politiques qui étaient des opposants au nazisme, qui se sont réfugiés en France et qui ont été livrés par le régime de Vichy, qui donc, avec d'autres signes qui vont très très vite arriver, marque la fin de la terre refuge. La France était quand même parmi les pays européens une terre de refuge pour les exilés. Bon, et donc voilà. Alors, son armée est réduite à ce qu'on appelait l'armée d'armistice, donc 100 000 hommes qui sont en zone sud et qui ne constituent pas à proprement parler une armée. À peu près 2 millions de prisonniers à ce moment-là, bon, donc quasiment la moitié va rester captive jusqu'à la fin de la guerre. Alors les acquis, c'est le maintien d'une zone non occupée. C'est très important, la zone non occupée, c'est pas tout à fait la zone libre, c'est la zone non occupée. Très bien. C'est comme ne pas collaborer, ça ne veut pas dire aider ou résister. On ne collabore pas, ça ne veut pas dire qu'on résiste. Bon, pourquoi c'est important ? C'est même crucial pour le gouvernement français avant d'être le nouveau régime de Vichy, parce qu'il peut exercer sa souveraineté sur cette partie du territoire. Les nazis vont mettre en place un système qui n'a en soi rien de très original. C'est une occupation militaire, ce qui n'est pas le cas dans toute l'Europe. Tous les pays n'ont pas eu une administration militaire, donc qui est soumise à toute une série de contraintes, de règlements, etc. Mais le gouvernement français, d'abord, reste gouvernement. C'est le gouvernement de la France. Le premier gouvernement de Pétain, c'est le dernier gouvernement de la Troisième République. Bon. Et il conserve sa flotte, c'est-à-dire à condition que cette flotte reste dans des ports français, donc ne tombe pas en fait entre les mains des alliés, c'est-à-dire des Anglais. Bon. Et surtout, alors ce qui est une des clés, c'est que l'un des articles de la Convention d'armistice, c'est l'idée que l'administration française va collaborer avec l'administration militaire allemande. Alors ce terme de collaborer, au départ, il fait partie des dispositions habituelles, si on peut dire, d'une armée d'occupation. Une armée d'occupation, c'est une armée qui arrive en territoire étranger, ne peut pas du jour au lendemain remplacer les pouvoirs en place. Je parle de la gestion au quotidien, encore une fois, la police, les services civils, la poste, etc. Bon, de cet article qui est administratif, le futur gouvernement de Vichy est déjà quasiment le dernier gouvernement de la Troisième République, va en faire une stratégie politique. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. 25 juin 1940. Nos armées devront être démobilisées, notre matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, les bases navales seront démilitarisées. Du moins, l'honneur est-il sauf. Le gouvernement reste libre. La France ne sera administrée que par des Français. Philippe Pétain, lui, pense qu'il a bien fait, que c'était la meilleure décision à prendre. Son hostilité à l'Allemagne ne fait aucun doute, pense-t-il, dans l'opinion publique française. Mais en réalité, Henri Rousseau, il n'a pas lu Mein Kampf, il ne connaît pas très bien la pensée d'Hitler, il ne sait pas vraiment à qui il a affaire, Philippe Pétain, dans cette affaire. Il n'est pas le seul. Là-dessus, on va pas lui jeter la pierre, si je puis dire. Non, il n'est pas le seul. Je crois qu'à ce moment-là, si, bien sûr, il y en a quelques intellectuels, quelques personnalités ont compris la nature du nazisme. Je pense, j'en suis sûr, non, Pétain ne connaît pas Mein Kampf. Pétain ne mesure pas à qui il a affaire, même jusqu'au bout, il n'aura pas véritablement compris. Mais d'une certaine manière, même le général de Gaulle, quand il part à Londres, ne va pas se battre contre le nazisme, il va se battre contre l'ennemi héréditaire. Bon, alors évidemment, un ennemi héréditaire qui a pris les figures du barbare, mais on est encore loin de ce que nous savons, nous, aujourd'hui, enfin je dis nous, nos générations, avec le recul de ce qu'a été le nazisme. Donc, Pétain se bat contre un ennemi dont il pense qu'il a vaincu, entre guillemets, loyalement la France. Voilà, c'est une erreur de perspective magistrale.
national, mais c'est ainsi qu'il va commencer à chercher le contact avec l'occupant. De son côté, Hitler est assez satisfait, lui, d'avoir le maréchal Pétain sous la main. Pour quelle raison, Henri Rousseau ? Il est assez satisfait parce que l'une des principales préoccupations des Allemands à ce moment-là, enfin, il y en a deux pour aller très vite, que la France soit sortie de la guerre. Le principal adversaire, quand même, à ce moment-là, l'Union soviétique n'était pas en guerre. Donc, lorsque l'offensive a eu lieu, c'est le Royaume-Uni et la France. La France est de loin celui que l'Allemagne craint le plus. Bon, après tout, ils ont gagné en 18. Donc, l'armée, la puissance française est hors d'état de nuire. Ça, c'est un énorme acquis. Et deux, l'existence d'un gouvernement français qui donc demande l'armistice laisse envisager que c'est ce gouvernement qui va prendre en charge au moins une partie de la gestion des affaires courantes et surtout assurer le maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'une des obsessions des armées allemandes, c'est la peur des partisans. Et donc l'idée qu'il y a un gouvernement autochtone, si je puis dire, promet un certain nombre de garanties sur le fait que ce gouvernement pourra éviter des débordements, d'autant que ce gouvernement, apparemment, est quand même sur des positions politiques plutôt proches des nazis que de ses adversaires. Voilà, je dis ça avec un brin d'humour, mais c'est quand même très, très, très important pour Hitler, même si au fond, le cas de la France l'intéressait assez peu. Il a déjà en tête l'Angleterre, donc il faut vaincre l'Angleterre pour être débarrassé du front de l'Ouest, et ensuite se retourner, bien sûr, sur le front de l'Est. Dimanche 23 juin, 6 heures du matin, Paris reçoit un touriste de marque, Adolf Hitler. Paris désert, Paris occupé, Paris humilié, symbole de la fin d'une république, de la fin d'une époque, de la fin d'un monde. Une fois l'armistice signé, le gouvernement français quitte Bordeaux et vient s'installer dans l'Allier. Monsieur le maréchal s'inquiète au sujet de Vichy. Il craint que le gouvernement n'y soit à l'étroit. Mais non, il y a beaucoup d'hôtels. Et puis c'est le central téléphonique le plus moderne d'Europe. Oui, on y trouvera tout ce qu'il nous faut. Je le sais, j'y envoie des patients en cure chaque année. Le régime de Vichy est très bon. Monsieur le maréchal, le directeur de l'hôtel aimerait vous faire visiter les chambres. Oui. Pourquoi ce choix de Vichy, Henri Rousseau ? Alors les explications matérielles, on va dire, elles sont simples. Vichy est une cité thermale, donc elle a une capacité hôtelière très importante, bien supérieure à d'autres villes de même importance à ce moment-là. Ce n'est pas une grande ville comme par exemple Clermont-Ferrand qui est dans la région, ou d'autres villes de la zone non occupée qui auraient pu constituer un danger pour le gouvernement. On voit bien que ce gouvernement n'est quand même pas dans une situation de tranquillité absolue. Ensuite, Vichy dispose d'un grand central téléphonique, toujours pour les mêmes raisons. Donc il y a un certain nombre de considérations matérielles qui vont jouer. C'est à proximité de la résidence de Laval. Enfin, voilà. C'est un choix qui va être très vite arrêté, qui n'est pas très loin de ce qui va devenir très vite la ligne de démarcation. Voilà. Bon, c'est un choix qui s'est fait un peu par hasard. Il y a cette ville qui a souffert, entre guillemets, d'avoir été la capitale du régime dont on ne veut plus qu'elle porte son nom, mais c'est ainsi, elle le porte, n'était pas prédestinée à devenir la capitale de cette dictature. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Et puis arrive le 10 juillet 1940. Les parlementaires français sont réunis à l'intérieur du casino de Vichy. Messieurs et chers collègues, je déclare la séance ouverte et passe la parole sans plus attendre à Monsieur Laval, vice-président du Conseil. Nous sommes battus. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute notre histoire un plus grand désastre. Nous n'avons négligé aucune faute. Nous les avons toutes commises. On a tout fait pour amener la guerre. On n'a rien négligé pour la perdre. Le plus grand crime est d'avoir déclaré la guerre sans l'avoir préparée. Et très vite, Pierre Laval, Henri Rousseau va s'activer en coulisses pour que ce gouvernement puisse exercer son pouvoir sans la contrainte d'une chambre, de deux chambres, d'un parlement. Quelle est son idée à Pierre Laval dès le mois de fin juin, début juillet 1940 ?
Pierre Laval est un parlementaire, donc il est mieux placé que personne pour savoir quel peut être le rôle du Parlement, et surtout dans le système de la Troisième République, et quelle est peut-être sa capacité d'entrave de l'action de l'exécutif. Donc l'idée, c'est de neutraliser le Parlement en tant que tel, mais c'est aussi de neutraliser les oppositions qui pourraient se faire jour au sein de ce Parlement. Et donc il va imaginer ce qui va devenir le scénario du 10 juillet, en s'appuyant sur une disposition de la Constitution de la Troisième République, qui est la question des pleins pouvoirs que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, peut accorder à un individu donné. Voilà. Mais le 10 juillet est bien autre chose que ça. Voilà. Le 10 juillet, c'est une sorte de coup d'État. Enfin, c'est pas un coup d'État au sens l'armée n'est pas intervenue. Il n'y a pas eu de coup de force militaire, mais il y a eu la menace. Laval a brandi à plusieurs reprises la menace devant les députés, mais c'est pas ça qui a joué. Il y a beaucoup de choses qui ont joué dans le fait que la plupart des députés ont accepté, enfin pour dire les choses clairement, de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui a été la fin formelle du coup de la Troisième République et de la République tout court. Ils l'ont fait parce que ils étaient pris dans la logique de la défaite. La plupart des parlementaires n'osaient pas aller contre l'avis d'un militaire. On a encore cet écho de la culture de guerre de la guerre de 14, où quelque part on écoutait, ou on a écouté certains militaires. Donc là, il y a une réticence à, au fond, aller contre le constat. Pour dire quoi? Que la France peut encore se battre. Voilà. Le tiers du Parlement n'est pas présent au casino de Vichy parce qu'ils sont tout simplement sur les routes, ou ils sont morts, ou voilà. Donc il y a une sorte de données de fait. Et c'est là où on voit, à part les fameux 80 parlementaires qui vont refuser de donner plein pouvoir, une forme de résignation, car on ne voit pas quelle est la porte de sortie. Surtout, d'une certaine manière, le camp de l'armistice a gagné. Je les ai roulés dans la farine. 569 pour, 80 contre, 17 abstentions. Pas un seul amendement. Même Herriot s'est donné le luxe de faire votre éloge. Alors, des manœuvres, bien sûr, mais pas d'opposition de principe. Renaud. Seul à son banc avec son bonnet d'âne. Blum n'a pas ouvert le bec, ils ont été parfaits. Eh bien, allez vous reposer, soldat Laval. Vous avez bien mérité de la patrie. Monsieur le maréchal. Le 10 juillet 1940, au casino de Vichy, donc les parlementaires vont voter les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Quelle était l'ambiance ce jour-là dans ce casino Henri Rousseau à Vichy? Délétère. Enfin, je trouve pas d'autre terme. L'entourage de Pierre Laval fait courir la rumeur que les troupes de Doriot, alors Doriot c'est le Parti populaire français, pour le dire d'un mot, c'est le parti fasciste français. Donc c'est un parti qui s'est aligné sur les positions notamment de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, et qui veut abattre la République. Bon, et donc on fait jouer la peur des sbires de Doriot. Bon, mais encore une fois, ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est à quel point aucune voix ne se dresse. On parle de parlementaires, hein, c'est-à-dire de gens dont le métier c'est de se dresser et de parler. Enfin, je ne porte pas de jugement, c'est pas une condamnation, hein, mais c'est très étonnant de voir comment cette République est en train de mourir à ce moment-là. Très peu de parlementaires la défendent parce que on a le sentiment que tout est joué. Songez donc que nous sommes en état d'extrême urgence et que les Allemands sont à 50 km. Et évidemment, les armées allemandes sont pas à côté de Vichy, mais elles ne sont pas très loin non plus. Hein. Donc, la classe politique est assommée. Et puis commence à ce moment-là, évidemment, les règlements de compte, les accusations, qui est responsable de cet état de fait, etc., etc. Donc, le 10 juillet représente l'aboutissement d'une forme de délictescence d'une partie des élites politiques françaises et du système, tout simplement, à la fin des années 30. Mais rien n'était écrit, bien sûr, mais on ne peut le lire que comme ça. C'est pas la force ou la capacité manœuvrière d'un homme, Laval, aussi roué soit-il, qui a fait ça. Non, c'est vraiment le symbole d'une société qui est à bout de souffle, là, et d'un régime politique qui est à bout de souffle. Conseil, l'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. J'ai à vous dire comment je les exercerai. Le gouvernement doit faire face à une des situations les plus difficiles que la France ait connues. Il lui faut rétablir les communications du pays, rendre chacun à son foyer, à son travail, assurer le ravitaillement. Il lui faut négocier enfin et conclure la paix. Le 10 juillet 1940, Pétain s'est donc emparé du pouvoir par une sorte de coup d'État légal. Que dire de cette journée noire? Les historiens n'ont pas à juger, ils ont à essayer d'expliquer pourquoi, en 1933, Hitler correspond
un assez large vœu du peuple allemand, j'ai le soutien mordicus, et Pétain, qui n'est pas Hitler, correspond évidemment à un assez large vœu du peuple français en 1940. Pascal Horry, il faut toujours garder en tête qu'une société traumatisée, comme fut celle de mai-juin 1940, la France de cette époque-là, peut se renier tous ses fondements et s'autodétruire. Il ne faut jamais oublier ça, c'est très important. Je suis sensible à un événement qui concerne la ville où j'habite depuis 30 ans, qui est Chartres. Son préfet s'appelait Jean Moulin. Le 17 juin, il est le préfet d'Eure-et-Loir. Il est torturé par des officiers de la Wehrmacht, pas de la SS, qui essayent de l'impressionner pour lui faire signer, et il refuse, un document qui incriminerait les tirailleurs sénégalais. Signé. Et Moulin résiste et même tente de se suicider, craignant de succomber, ce que je trouve très humain. Et d'ailleurs, cette tentative de suicide avec des morceaux de verre qu'il a trouvés par terre, grâce à ça, il n'a pas signé le fameux texte infamant, puisque les Allemands ont été alors là effrayés. Donc c'est une sorte de premier acte de résistance, la veille du 18 juin. Et quand il a écrit Premier combat, quelques semaines plus tard, Jean Moulin décrit une France qui était partie à volo. C'est très impressionnant à travers le simple exemple de Chartres de voir comment un pays, qui est un pays phare pour l'Europe, qui est le pays vainqueur de 18, s'est effondré. Alors je dis pas en quelques jours, mais c'est un peu ça quand même, en quelques semaines. Donc tout peut s'effondrer en quelques semaines. Il n'y a aucune raison que des situations comme ça ne se reproduisent pas. Et je ne parle pas ici de la France, je parle de n'importe quel pays du monde, surtout avec les perspectives qu'on nous dessine pour les décennies à venir. Donc soyons vigilants. Cette tentative de suicide de Jean Moulin fait écho à l'état de désespoir de la situation française. Un préfet qui pense mettre fin à ses jours dès le 17 juin 1940, ça en dit long sur la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait face à une catastrophe ? Qu'est-ce qu'une société fait face à une catastrophe ? Henri Rousseau. Comment maintenir un lien social ? Comment faire en sorte que un événement extérieur, la défaite de 40, est un événement quand même en partie extérieur, même si la France a une part de responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Suivre le courant, accepter les circonstances, se plier aux circonstances, voire se coucher devant les circonstances, ou au contraire se dresser au risque de sa vie, etc. J'ai pas la réponse à la question. J'ai pas la réponse. Mais on voit bien que dans certaines circonstances et dans certaines catastrophes, elles se reposent à nouveau, même sous une forme différente. En conclusion de ce 4e épisode, il faut d'abord redire que la France, dans ses profondeurs, était sans doute prête en 1940 à un régime autoritaire. Néanmoins, sans la défaite, sans la débâcle, le vieux maréchal ne se serait jamais emparé du pouvoir. Pétain, convaincu d'avoir raison, a donc profité de l'effondrement pour liquider la République, responsable selon lui de tous les mensonges, de tous les malheurs. Mais il ne s'est pas arrêté là. Une fois à la tête de l'État français, Pétain a dévoilé à ses compatriotes sa véritable ambition. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous confie. Français, vous l'accomplirez. Et vous verrez, je vous le jure, une France neuve surgir de votre ferveur. Le redressement intellectuel et moral, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Travail, famille, patrie, la Révolution nationale. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. Le fantôme de Philippe Pétain par Philippe Collin, un livre France Inter.